Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Rail One. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être au bord du lac de Thun, plus précisément à Spitz. Et sans plus tarder, je vous lance le sommaire. Sans la compagnie du Bern-Lötschberg-Simplon, le BLS, la ligne entre Spitz et Visp n'aurait jamais vu le jour. Plongez avec Christophe Beuret dans le passé pour comprendre l'évolution de ce tracé. Plongez ensuite avec moi non pas dans le lac de Thun, mais dans la découverte de la ligne entre Spitz et Visp. Jusqu'au changement d'horaire 2022, les rames Lötschberger du BLS assuraient le trafic régional sur la ligne du Lötschberg. Retrouvez Tim Chanet dans la chronique du matériel roulant. On terminera par la visite du tunnel de base du Lötschberg avec une interview pour connaître ses futures évolutions dans la chronique installation présentée par Tristan Ostina. Rail One saison 3 épisode 15, c'est parti! On a tendance à penser que les compagnies s'arrachent les lignes de train et que cela n'a rien de significatif. Mais là, je dois dire que c'est grâce à la compagnie du Bern-Lötschberg-Simplon que la ligne entre Spitz et Visp a vu le jour. Retour dans le passé, le temps d'un voyage pour comprendre l'histoire et l'évolution du tracé avec Christophe Beuret. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais aujourd'hui vous présenter les jalons principaux de l'histoire de la ligne du Lötschberg-Spitzbrig, ainsi que l'histoire plus récente du tunnel de base entre Frutigen et Visp. Dès les années 90 du 19e siècle, le canton de Berne se mit à réfléchir comment il pouvait être relié au trafic nord-sud, parallèlement à la ligne du Gotthard et en rejoignant la ligne du Simplon en construction. La Confédération ne vint pas en aide au canton de Berne qui dut chercher ailleurs les financements nécessaires et reçut une aide notamment de la France pour son projet. La première étape de la ligne a été la construction du chemin de fer Spitz-Frutigen, SFB, mis en service en 1901. Le bâtiment de la première gare de Frutigen existe encore aujourd'hui. En 1906 fut créée la compagnie Berner Alpengesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon, ancêtre du BLS. La même année débutèrent les travaux de construction de la ligne Frutigen-Kandersteg-Goppenstein-Brig et en 1907, le BLS reprit à son compte la ligne Spitz-Frutigen et construisit une nouvelle gare à Frutigen. Pour la construction des rampes nord et sud, on construisit des chemins de fer de chantier. Une locomotive est d'ailleurs exposée à Frutigen et le sentier de randonnée de la rampe sud du Lötschberg utilise en partie le tracé du chemin de fer de chantier. Lors des travaux de percement du tunnel de Feth, un grave accident coûta la vie à de nombreux ouvriers. Lors d'une percée à l'explosif, près de 7000 m3 de roches meubles, sable et boue s'engouffrèrent dans le tunnel en construction sous le Gasterental. Pour éviter cette zone géologique difficile, on dut construire le tunnel avec des courbes et non selon le tracé rectiligne prévu. On remarque aujourd'hui très bien ces courbes dans le tunnel. Le 31 mars 1911 eut lieu la rencontre des deux fronts d'attaque et 2 ans plus tard, le 15 juin 1913, le trafic put officiellement démarrer sur la ligne du Lötschberg. Dès 1926, des voitures seront transportées sur des wagons de marchandises, d'abord depuis Brig, puis dès 1946 depuis Goppenstein jusqu'à Kandersteg. Mais au début, cela n'était que sporadique et ce n'est que depuis les années 1970 que le transport de voitures est régulier entre Kandersteg et Goppenstein. Si le tunnel de Feth fut immédiatement construit à 2 voies, les rampes d'accès étaient à voie unique, même si certains ouvrages, quelques tunnels et ponts, avaient été préparés pour recevoir ultérieurement la 2e voie, notamment le célèbre viaduc du Bitztal. Les travaux de doublement des rampes a duré de 1976 à 1992.
Dès 1994, de nouveaux travaux seront entrepris pour agrandir le profil d'espace libre et permettre le passage de camions et containers de grande dimension dans le cadre du trafic combiné avec la création du corridor Simplon intermodal, corridor SIM. Ce ne sont pas sur toute la ligne les 2 voies qui sont aménagées, mais souvent une seule. Dès lors, les trains doivent effectuer une sorte de slalom d'une voie à l'autre. Parlons maintenant du tunnel de base entre Frutigen et Visp. Ce tunnel, long de 34,6 km, a été construit dans le cadre du projet de nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes, NLFA. Il a été mis en service le 16 juin 2007, après 3 ans de travaux. Le tunnel a été conçu sous la forme de 2 tubes parallèles à voie unique, mais 2 ans après le début des travaux, le projet a été redimensionné pour des questions financières. Seuls 1 km au nord et 14 km au sud jusqu'à la station multifonctionnelle de Verden ont été complètement aménagés avec 2 tubes équipés chacun d'une voie. Entre Verden et la station technique de Mitholz, le tunnel est creusé à l'état brut, mais n'est pas équipé de technique ferroviaire. Il sert de galerie de secours. Finalement, entre Mitholz et Kandersteg, 7 km de tunnel ne sont pas encore excavés. Dans le cadre du programme de l'étape d'aménagement 2035, la section Verden-Mitholz sera aménagée et de nombreuses voies politiques proposent d'ores et déjà d'aménager aussi les 7 km restants. Je termine avec un petit quiz. Savez-vous à quel endroit se croisent à la verticale le tunnel de Feth et le tunnel de base? À la verticale du croisement des 2 tunnels, on se trouve exactement à la frontière entre les cantons du Valais et de Berne. Je vous rappelle la recette qui vous permet de ne rien louper de l'actualité ferroviaire suisse et de Rail One. Tout simplement, c'est de s'abonner à nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez. Il est temps de vous détendre, mais de rester, mais tout de même de vous détendre. Découvrez dans la chronique découverte les alentours de la ligne. Je vous emmène. Bienvenue à Visp. Le soleil est fraîchement levé, les sportives et les sportifs et les touristes s'activent pendant que les travailleuses et travailleurs terminent leur semaine ce dimanche matin. Les arrangements de fleurs sont en parfaite adéquation avec le calme reposant mélangé à l'ambition ce dimanche matin. Une collaboratrice descendue du même train que moi s'apprête à débuter sa journée à la pizzeria. Les murs laissent transparaître la vieillesse des bâtisses, mais montrent aussi leur solidité face aux colossales montagnes valaisannes. Le jour se lève, oui, mais dans les rues, seules les ombres des bâtiments sont visibles. Le petit panneau bistrot me laisse imaginer l'ambiance du soir d'avant. Les cloches sonnent de l'imposante église Saint-Martin. La messe vient de se terminer et nous pouvons voir une des faces du magnifique bâtiment du tribunal. Retour à la gare. Ici, comme je vous le disais, l'activité est comparable à celle d'un lundi matin. Venant de Berne ou de Genève ou de Milan, on peut aller à Zermatt et à Andermatt. Voilà, je suis dans le train, je ne vais pas passer par le tunnel, mais plutôt par la voie au-dessus, pour que je vous montre tout de même les beautés qu'il y a dans la région entre Visp et Spitz. Voici au-dessus de Visp. J'interromps le voyage à Kandersteg. Terminus pour la ligne de ferroutage en provenance de Gopenstein. Il y a quelque chose de très typique ici, mais unique.
comme à chaque fois, comme partout, unique comme vous. Ici, c'est formidable, comme dirait Monsieur Oggy, un ex-conseiller fédéral fier de sa région. Voici la télécabine nous menant à Euschinen, un peu plus haut. Je trouve personnellement que cette installation est assez charmante. Trêve de compliments, nous sommes déjà arrivés. J'étais surpris de voir la neige en suffisance pour les pistes. Mais l'ambiance était très bonne. J'ai décidé d'aller voir le lac d'Euschinen, un peu plus bas, mais il était moyennement visible. Il suffisait après tout de l'imaginer. Il est déjà temps de repartir. Je n'ai pas pu résister face au dessert proposé par le restaurant dans un cadre idyllique. Voilà, je suis de nouveau en train de me filmer dans un endroit un peu archaïque, mais bon, c'est une télécabine, donc bon, ça ira. Surtout que je viens de faire l'aller-retour jusqu'au lac de Schinnensee. Petit peu pentu, pas déneigé, avec des baskets. Bon voilà, c'est assez intéressant du coup, ça peut peut-être se voir que c'est des pilotes, ça trempe beaucoup. Et puis maintenant, je suis en train de plonger sur Kandersteg ou dans Kandersteg, je sais pas exactement. Et puis ensuite, nous irons dans un endroit sympathique selon Internet. Et voilà, je peux pas en dire plus pour le moment. Mais bon, à toutes. Continuons notre voyage jusqu'à Blausee avec un bus. Il faut aussi faire preuve de patience, car c'est un lac de touristes. C'est beau et c'est bleu. L'occasion aussi de voir des poissons se la péter. Mais c'est avant tout un endroit naturel, hyper fréquenté. J'ai quand même réussi à changer mon programme pour aller à Blausee, un endroit très touristique, où le lac est très beau, sauf que maintenant il fait un petit peu nuit, du coup il est un peu moins beau. Mais bon, ça reste la nature, donc elle reste très belle. Peut-être un peu trop de monde, peut-être trop de bruit, mais ça vaut quand même le détour. Nous voici presque à Frutigen maintenant, au Kanderviadukt, un viaduc ferroviaire construit en 1913. Il s'agit d'une star énormément photographiée parmi les ouvrages de cette ligne. Il enjambe d'ailleurs la rivière Kander. J'ai réussi à être au pire endroit pour filmer lorsque deux trains se sont croisés. Spiez, dernière découverte de cet épisode. La vue est imprenable sur le lac de Thun. Un microclimat permettant de faire du mini-golf à l'ombre en plein hiver. Et ici, un petit air du Nord. Le château de Spiez.
Et là, pour terminer, une ambiance faisant pencher la balance du côté du sud. Nous faisons rappeler que nous sommes bien en Suisse, là où tout a sa place. Elles font un joli bruit, elles ont un esthétisme remarquable. Les rames Lötschberger qui circulaient sur la ligne jusqu'en décembre 2022, jusqu'au changement d'horaire, vous sont présentées par Tim Chanet. Le Lötschberger, de son nom complet RAB 535, est un train du BLS qui a été construit de 2008 à 2012 par les ateliers Bombardier de Villeneuve. En tout, 25 exemplaires furent construits et comme vous vous en doutez sûrement, son nom provient de la zone montagneuse traversée par le BLS, le Lötschberg. Leur rôle était de remplacer la moitié des RE 420.5 rachetés au CFF dans les années 60 et de mettre à disposition des usagers un train plus agréable et moderne. En effet, la majorité des rames utilisées sur le réseau régional de la compagnie étaient des RAB 525 Nina. De petites rames de 3 ou 4 éléments qui se composaient de places assises assez étroites à 5 sièges en deuxième et qui étaient d'un design assez simple et compact. Désormais, avec les Lötschberger, fini les petites places assises et place à un design intérieur plus moderne ainsi qu'à un espace plus aéré notamment grâce à un plancher surbaissé de la rame. Cette dernière était donc également adéquate pour les personnes à mobilité réduite. Les 535 disposaient chacune de 28 places assises en première et de 122 ou 114 places en deuxième en fonction des versions. Car oui, il y a deux versions de rames comme vous pouvez le voir sur ce schéma, avec plus ou moins de places en deuxième pour les bagages et les personnes à mobilité réduite. On peut voir également que les rames sont composées de 4 éléments. Une voiture pilote dite BT de chaque côté, ainsi qu'une voiture première classe et d'une voiture deuxième classe. Côté technique, on retrouve une caractéristique déjà bien connue. Je parle bien sûr d'un attelage automatique Scharfenberg présent également sur les rames Nina du BLS et sur les mondialement connus TGV de la SNCF. Au niveau des spécificités du Lötschberger, on retrouve une vitesse maximale de 160 km/h, une masse totale de 105 tonnes, une longueur de 63 mètres et la possibilité de rouler en unités multiples avec 4 rames. Il circule sur la voie normale qui est donc électrifiée en courant alternatif de 15 000 volts 16 Hz 2 tiers. Pour finir, quelques particularités de certaines rames. En premier lieu, il y a 8 trains qui ont reçu un nom de baptême. Je vous laisse presser le bouton pause sur votre écran ou votre télécommande car je ne me risquerai pas à prononcer tous ces noms. La 114 et la 115 arborent également en plus de leur nom de baptême une magnifique livrée Cambly. Miam, ça donne faim. Pour conclure, saviez-vous que la quasi-totalité des rames numéro 13 du BLS sont nommées différemment? Et oui, en voici une partie. Pour les rames Mutz, c'est ours, probablement en référence à la petite pâtisserie en forme de l'animal. Pour les Nina, c'est Nino. Bon, là, c'est probablement quelqu'un qui répétait son vocabulaire d'espagnol ou la géographie. Pour les Mika, c'est Hakim. Relax, ils se sont juste trompés de sens. Et pour finir, Lötschbergerin pour les Lötschberger. Et si vous souhaitez monter à bord de l'un de ces trains, ça ne sera malheureusement plus le cas sur le Lötschberg depuis cette année, mais sur les lignes suivantes. La S2 Langnau-Bern, la S44 Sumiswald-Grünen-Solothurn-Thun, la S6 Luzern-Langnau, le Regio Express Bern-Luzern, le Regio Alse-Konolfingen-Konolfingen-Thun et le Regio Solothurn-Thun. Il y a toujours un moment dans nos émissions où on s'intéresse à quelque chose d'assez unique. Eh bien, vous y êtes. Tristan Ostina vous emmène dans le tunnel de base du Lötschberg avec une interview précieuse, notamment au niveau du percement du deuxième tube. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à Frutigen. C'est ici que commence le tunnel de base du Lötschberg avec une longueur de 34,6 km.
L'entrée se trouve donc à Frutigen dans le canton de Berne et la sortie se trouve dans le canton du Valais, plus exactement à Raron. Les travaux ont commencé en 1999 et la mise en service a eu lieu en juin 2007. Lorsqu'un train est en approche du tunnel de base du Lötschberg pour y transiter, il va être passé au crible par des appareils de mesure entre Spiez et Mühlenen. D'abord, un premier contrôle pour détecter si de la fumée s'échappe du convoi, s'assurer qu'aucun incendie à bord du train ne s'est déclaré. Ensuite, les températures des roues sont analysées pour terminer par le gabarit d'espace afin de savoir par exemple si les dimensions du convoi ne présentent pas de risque pour passer dans le tunnel. Si un de ces critères n'est pas respecté, le train sera alors dirigé sur une voie de garage à Frutigen pour que par exemple les pompiers puissent regarder l'origine d'un dégagement de fumée. Si un problème survient sur un train dans le tunnel, un lien transversal entre les tubes permet d'évacuer les voyageurs. Actuellement encore, il y a 3 différentes sortes d'évacuation. La plus facile est sur la double voie actuelle. L'évacuation se fait d'un train à l'autre. Les voyageurs passent à travers ces galeries perpendiculaires pour monter dans un train qu'on a exprès laissé entrer pour aller chercher les voyageurs bloqués dans le tunnel. Là où il y a seulement une simple voie, on évacue les gens au moyen de cars postaux. Sur ce tronçon du milieu, pour aller chercher les voyageurs qui se sont rendus via ces galeries perpendiculaires dans le tube encore non équipé de technique ferroviaire. La troisième partie, c'est les 7 km côté Frutigen, où il y a la ex-galerie de reconnaissance pour reconnaître donc la géologie. Elle ne peut pas faire passer des cars postaux, elle est trop petite. Alors c'est là qu'on utilise des minibus. Après s'être renseigné sur le tunnel, embarquez avec nous pour vous rendre dans les entrailles de cette grande installation. Sur le chemin, nous passons sous les 2 viaducs de la ligne sommitale du Lötschberg. L'embouchure juste à côté de nous est l'entrée du tube Est. L'autre accès est donc le tube Ouest. Le tube Est est celui creusé sur toute la longueur du tunnel. Cependant, le tube Ouest est présent seulement sur 1 km depuis ici avant de rejoindre le tube Est. 13 km avant la sortie au Valais, le tube Ouest se sépare du tube Est et c'est de nouveau double voie. Et oui, c'est quelque chose de particulier. Le tunnel du Lötschberg déterminant sur la ligne transalpine est en majorité à voie unique, c'est-à-dire qu'une seule voie n'est à disposition pour les trains de chaque sens. 110 trains par jour, dans les 2 sens, dont une 50aine sont des trains voyageurs et une 60aine des sillons pour les trains marchandises. On va monter de 110 trains à environ 280 trains par jour. Oui, c'est énorme. Je parle de l'aménagement complet double voie. Allez, revenons à bord de notre véhicule pour nous engouffrer dans la montagne. Nous descendons sur des dizaines de mètres sous terre. Il s'agit de la route qui est utilisée par les services de maintenance ou encore par les services de secours. Nous sommes maintenant à 7 km de Frutigen. Cela ne paraît rien comme distance, mais il y a encore beaucoup de travail pour arriver à avoir un tunnel 100% à double voie. Un moment insolite nous attendait. Il s'agit du passage d'un train à 200 km/h que nous pouvions suivre depuis une cabine en verre et heureusement qu'elle était là, car nous aurions été emportés par le courant d'air dans le cas contraire. Das ist vom ETCS ein Element, also über die Balise mit der Zug drüber. Ceci est une balise d'ETCS. Quand un train passe par-dessus sans contact, le mécanicien reçoit des infos dans sa locomotive, comme par exemple la vitesse, son endroit ou bien s'il doit bientôt freiner.
Et oui, à 200 km/h, un système de signalisation en cabine est indispensable, car une vitesse aussi élevée ne permettrait pas, ou en tout cas difficilement, d'observer les signaux au bord de la voie. C'est donc ce que nous appelons l'ETCS, European Train Control System, système également utilisé dans le tunnel du Gothard par exemple, ou tout simplement entre Lausanne et Villeneuve, comme vous avez pu le voir lors de notre immersion en cabine, épisode 5 de la saison 3. L'entretien régulier se passe les nuits de dimanche à lundi. Entre 10h du dimanche et environ 5h du matin du lundi, il n'y a plus aucun train qui passe à travers le tunnel de base. Les équipes d'entretien, ils annoncent leurs besoins assez tôt à une centrale, pas mal compliquée pour planifier. Donc, étant donné que le premier transport qui entre sera le dernier qui ressort, là, il peut y avoir facilement une dizaine, une douzaine d'équipes différentes qui entrent dans le tunnel pour, dans ces 7 heures environ, pour travailler ou pour faire l'entretien avant de ressortir de nouveau. Tout à l'heure, je vous rappelais l'importance de nous suivre sur les réseaux sociaux. Maintenant, n'oubliez pas qu'il y a également notre site internet qui héberge le calendrier ferroviaire. Si vous le suivez, vous ne loupez rien des événements qui se passent en Suisse concernant le train. Nous vous rappelons que nos émissions sont diffusées sur TéléSuisse, donc sur l'écran du salon aussi. N'hésitez pas à égayer vos soirées en nous regardant. Un grand merci à eux. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une agréable soirée. À bientôt.